Bonjour à tous. Cette vidéo est la deuxième et la dernière partie de la revue du livre Les damnés de la Terre de Hans Fanon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la Kabassa, je suis blogueuse. J'écris des articles sur l'Afrique et je fais des revues de livres comme celle-ci. Si tu souhaites encourager et soutenir ce projet, je t'invite bien sûr à liker cette vidéo, à la partager et à commenter sans modération. Tu peux retrouver bien sûr tous les articles et toutes les vidéos que j'ai déjà fait sur mon blog www.lacabassa.com. Écoute, sans plus tarder, je te propose de commencer ou plutôt de terminer cette revue qui nous avait déjà rassemblés la semaine dernière. Les damnés de la Terre, comme je le disais tantôt, c'est un livre qui a été écrit donc dans les années 60, plus exactement en 61, dans un contexte double. Le premier contexte étant celui de la décolonisation, on va dire le contexte régional de la décolonisation, mais aussi dans un contexte international qui est celui de la guerre froide. Alors, si on était somnambule, on dirait que ça n'a pas d'intérêt aujourd'hui de lire Les damnés de la Terre, dans la mesure où le contexte est différent, dans la mesure où il y a eu décolonisation et qu'il n'y a plus de guerre froide, bien sûr, hein, depuis la chute du mur de Berlin. Si, et seulement si, nous étions somnambules. Mais nous ne le sommes pas, nous sommes debout, bien éveillés et bien conscients que le contexte s'est certes transformé, mais n'a absolument pas évolué et que nous sommes toujours aujourd'hui dans un contexte de néocolonisation. Alors, il est d'autant plus pertinent de lire aujourd'hui Les damnés de la Terre pour véritablement comprendre notre aujourd'hui, pour comprendre quels sont et comment fonctionnent, quels sont les enjeux géostratégiques et comment fonctionne le jeu politique aujourd'hui dans nos pays. Alors, je disais déjà la semaine dernière que la colonisation impose une certaine dichotomie, hein, c'est-à-dire une vision un peu bipolaire du monde, soit d'un côté les colonisés, soit de l'autre les colons. Donc, pour la masse, le but est essentiellement de supprimer le colon. Et c'est juste ça qui anime les populations. Et si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient déjà là la semaine dernière, je disais qu'il y avait déjà une fissure entre le peuple et les élites. Pourquoi? Parce que les intérêts étaient divergents. D'un côté, le peuple qui souhaite supprimer le colonialisme. De l'autre côté, les élites qui souhaitent vivre en harmonie avec le colonialisme, c'est-à-dire vivre dans un contexte où ils ont plus d'avantages, bien sûr, hein, que on a donc du coup deux intérêts qui sont même antagonistes. Donc cette fissure-là va, après la décolonisation, devenir une véritable rupture, c'est-à-dire que, étant donné que les élites sont ceux qui ont négocié, bien sûr, la décolonisation avec les colons, ils ont négocié sans investir le peuple, sans prendre en compte leurs intérêts, sans éduquer le peuple, sans les préparer finalement aux enjeux et aux problèmes internationaux qui allaient faire suite à la décolonisation. Donc vous avez aussi donc cette contestation des ruraux par rapport au nouveau gouvernement qui va être en place, malgré aussi, malgré le fait que il y a des initiatives que Fanon dit, bon, il n'entre pas dans le détail, mais en tout cas, il nous dit que même face à des initiatives qui sont objectivement progressistes, il y a une certaine contestation des ruraux. Cette contestation-là, forcément, elle va aussi provoquer de la part des élites une certaine méfiance, vous voyez, une méfiance des masses. Et c'est là où s'installe finalement la tentation de recadrer les masses par une certaine rigueur, une certaine fermeté. Ce que je disais aussi la dernière fois, c'est que pendant la colonisation,
comme je disais, donc on a le peuple qui n'a pour unique objectif que euh, pour unique objectif que de supprimer la colonisation. Bon, il n'y a pas d'éducation, il n'y a absolument pas d'éducation des masses. Une fois le colon parti mais jamais vraiment loin, ce qui se passe, c'est qu'il ne va pas seulement euh, essayer de créer des rivalités entre les chefs des différentes tribus. Non, pas du tout. Le colon, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pousser des ethnies à se transformer en partis politiques. Hein. Vous connaissez la politique de diviser pour mieux régner. Donc, vous allez voir des ethnies, des confréries qui se transforment maintenant en partis politiques et qui contestent euh, le parti unique au pouvoir et qui contestent donc forcément la centralisation du pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Vous allez aussi avoir des partis nationalistes d'opposition qui vont dénoncer les négociations qui ont été faites par le gouvernement en place et les colons. Sauf que, du coup, pour renforcer un petit peu leur projet, ils vont utiliser en bouclier et en armes toujours le peuple. Et la plupart du temps, et encore aujourd'hui, on le voit même au sein de nos partis politiques actuels, ces opposants-là, souvent, n'ont pas de véritablement projet pour le peuple. La seule chose qui les anime finalement, c'est simplement d'être au pouvoir, d'être à la place sans véritablement avoir de projet. Et vous allez avoir aussi d'autres scénarios où cette fois-ci, ce n'est pas donc les opposants qui vont utiliser le peuple contre le gouvernement en place, mais cette fois-ci, c'est le gouvernement qui va essayer d'utiliser le peuple contre des syndicats qui vont se créer pour dénoncer des manœuvres. Donc, vous voyez que dans tous les cas, il y a toujours une manipulation du peuple, hein, le peuple qui est toujours utilisé comme une force brute, comme une force brute. Et une fois la bourgeoisie, parce que c'est la bourgeoisie euh, nationale qui finalement remplace la bourgeoisie coloniale. Une fois cette bourgeoisie en place, elle va simplement être un mime du système qui est déjà en place. Un mime dans le sens où toutes les institutions restent dans les capitales, comme c'était déjà le cas avant. Il y a donc une grande partie du pays, tout l'arrière-pays qui est finalement laissé à l'abandon, exactement comme dans la période coloniale, puisque bon, les colonies, ils n'ont finalement développé que les parties qui les intéressaient pour leur industrie. Le système dit post-colonial est un système qui continue de mimer, qui continue à ignorer et à laisser ce peuple-là livré à lui-même. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la bourgeoisie, la bourgeoisie nationale, hein, nos fameuses élites qui vont prendre le pouvoir, c'est une bourgeoisie qui veut ressembler, hein, bien sûr, qui veut être à l'image de la bourgeoisie métropolitaine, on va dire. Sauf que c'est une bourgeoisie qui est sous-développée, qui n'a absolument rien à voir avec la bourgeoisie coloniale. Dans les métiers qu'on trouve hein, des bourgeois nationaux de l'époque, c'est plus des métiers dans l'exploitation agricole, les négoces, les professions libérales. On n'a absolument pas d'industriels, on n'a pas de financiers. Donc on va avoir une bourgeoisie qui n'est absolument pas tournée vers l'industrialisation, qui n'est pas tournée vers la construction, vers l'invention. Vous voyez, cette bourgeoisie-là nationale qui pactise maintenant avec la bourgeoisie coloniale, hein, elle va simplement développer, entre guillemets, le tourisme pour satisfaire les besoins en termes d'exotisme, de chasse et d'autres choses de la bourgeoisie coloniale. Donc, on va créer des centres de repos, on va créer des cures de plaisir et on va dire que ça fait partie de l'industrie nationale. Et donc, les dividendes qu'elle va recevoir de son maître, elle ne va jamais les réinvestir, ou en tout cas les investir tout court pour commencer, dans l'économie locale. Et la plupart du temps, d'ailleurs, son argent sera bien au chaud, gardé euh, dans les banques des colons. Alors,
on se dit, mais même en ce qui concerne l'exploitation agricole, c'est incroyable. Parce que finalement, les bourgeois qui héritent de ces exploitations-là des colons, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont réussi à légaliser l'illégal, puisqu'on demande toujours au peuple de travailler comme des nègres, de travailler comme des bêtes sauvages. Les conditions de travail ne changent pas. Il n'y a pas d'industrialisation, il n'y a pas d'innovation. Aujourd'hui, on travaille comme des nègres au nom de l'effort d'indépendance. Donc, il n'y a véritablement pas une vision patriote du pays qui consiste vraiment à tirer l'économie vers le haut, mais aussi à éduquer les masses parce que finalement, c'est ça qui nous a manqué, vous voyez, lors de la décolonisation, c'était qu'on puisse expliquer aux masses les objectifs qui étaient plus grands que simplement chasser le colon, entre guillemets. Il fallait véritablement politiser les masses et Fanon en parle beaucoup dans son livre parce que finalement, la politique, en vérité, c'est le peuple, c'est l'engagement de chacun pour tous. Et ça, c'est quelque chose qui a été totalement manqué, qui a été manqué de façon, euh, de façon véritablement préméditée. Et on se rend compte que ces manipulations-là, euh, qui datent, enfin, vraiment on parle, c'est un livre qui a été écrit il y a près de 60 ans, encore aujourd'hui, on les retrouve. C'est-à-dire que le tribalisme qui naît à l'époque, déjà comme je vous disais tantôt, du fait que le colon a essayé d'animer des partis politiques qui étaient uniquement constitués de tribus, ce tribalisme-là, on va le retrouver, hein, c'est un véritable cancer dans nos sociétés. Je pense qu'un jour, il faudra qu'on fasse un live sérieux uniquement sur le tribalisme. Hein, en 94, quand on parle du génocide Hutu et Tutsi, qui était un génocide, bien sûr, animé de l'extérieur, une fois de plus, le tribalisme s'impose. Le tribalisme s'impose tous les jours. Encore l'année dernière, au Cameroun, le monument non consacré à Oumniobé, qui était un héros national des indépendances au Cameroun, qui a été saccagé au nom du fait qu'il appartient, une certaine partie de la population a décrété que parce qu'il appartenait euh, euh, à une autre ethnie, notamment l'ethnie Bassa, il ne pouvait pas être, ce monument-là ne pouvait pas être érigé dans l'espace qui avait été choisi. Alors, il y a le tribalisme, mais il y a aussi le gouffre économique, cette strangulation qui nous étouffe encore aujourd'hui, puisque parmi les accords qui ont été négociés à l'époque, il se trouve que nous avons négocié que nous ne bâtirions pas notre propre monnaie. Et donc, comment voulez-vous qu'un pays se développe alors que ce pays-là ne maîtrise même pas sa propre monnaie? Vous voyez, c'était le cas dans les années 60 et 60 ans après ce qu'on nous a appelé l'indépendance, on se trouve toujours dans la même situation. On se trouve toujours dans la même situation où on se trouve parachuté euh, des gens qui n'ont de cesse que de favoriser les marchés avec on va dire, des protagonistes toujours étrangers à la défaveur toujours des locaux. Donc vous voyez que même si les époques ont changé, le jeu politique reste toujours le même. Et vous allez me dire, mais dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que nous sommes véritablement condamnés? Est-ce qu'il n'y a pas d'espoir? Est-ce que dans un monde où on a l'impression que le scénario est toujours écrit par avance par quelqu'un d'autre, est-ce qu'on peut véritablement résister? Après tout, Fanon appelle son livre Les damnés de la terre. Ce que j'ai aussi appris en lisant ce livre, c'est que il faut éviter de lire au sens propre, lire, mais aussi au sens d'analyser les choses de façon juste avec ses yeux, vous voyez, de façon superficielle. Il faut toujours avoir une double lecture et la deuxième lecture nécessite toujours de fermer les yeux et de prendre du recul pour lire avec son esprit critique. Les damnés de la terre, c'est qui?
Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse bien sûr à nous. Être damné, c'est être condamné à l'enfer. Alors nous serions donc, si on s'arrêtait simplement à cette lecture, nous serions donc déjà condamnés à l'enfer sur terre. Dans ce cas-là, quel intérêt de se battre si nous sommes déjà condamnés? En regardant de plus près, les damnés de la terre, c'est comment dire ça? Les damnés de la terre, en fait, ça fait partie des paroles d'une chanson qui a été écrite dans les années 1870, il me semble. C'est une chanson qui s'appelle L'Internationale et en fait, c'est une chanson de révolutionnaire, une chanson qui a été beaucoup chantée ou utilisée par des socialistes, des communistes et tout genre, on va dire, de révolutionnaires. Je vais vous lire ici donc le premier couplet de cette chanson qui a été écrite donc, par un poète français qui s'appelle Eugène Potier. Et le premier couplet de cette chanson est le suivant. Debout, âme du prolétaire, travailleurs, groupons-nous enfin, debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, pour vaincre la misère et l'ombre. Euh, Foule, esclave, debout, debout, c'est nous le droit, c'est nous le nombre, nous qui n'étions rien, soyons tout. Alors, on comprend véritablement que, en vérité, les damnés de la terre, c'est un appel à la résistance, c'est un appel à la révolution. Ce n'est pas un appel à l'acceptation d'une certaine fatalité. C'est un livre qui nous invite à véritablement s'instruire et à véritablement comprendre le jeu politique pour pouvoir en tirer des leçons et se réinventer dans un contexte tel. Vous savez, il y a une phrase de Fanon qui est assez connue et qui dit chaque génération devra, dans une relative opacité, choisir son destin, la trahir. Alors, je ne sais plus exactement ce que ça dit, mais c'est quelque chose comme ça. Alors, je vais trouver pour ne pas dire des bêtises. Voilà, la remplir ou la trahir. Et cette phrase-là, souvent, on sait de qui en est l'auteur, mais on ne sait pas d'où elle vient. Cette phrase, elle vient de ce livre de Fanon, hein, Les damnés de la terre. Et souvent, elle est interprétée partiellement parce que, bien sûr, on n'a qu'une partie, une partie de l'idée. Bien sûr, comme un appel, bien sûr, à prendre le relais dans cette révolution qui est la nôtre, mais aussi à ne pas toujours condamner ce que les autres, en tout cas la génération d'avant, a fait parce que nous sommes ignorants ou parce que certains événements n'ont pas eu un écho international. On a tendance à se dire que à minimiser, hein, à minimiser ou à négliger ce qu'ont fait nos parents avant, parce que pour qu'on puisse être là aujourd'hui, à discuter comme nous sommes en train de le faire, à faire ce que nous sommes en train de faire, c'est parce que avant nous, certains se sont levés avant nous, certains sont morts, certains ont versé leur sang, certains ont été violés, certains ont été pillés pour qu'aujourd'hui, nous puissions nous lever et dire que nous n'acceptons pas le système néocolonial et capitaliste que on veut imposer à nos pays. Un véritable appel à, je pense aussi, au patriotisme. Et comme me disait Narmer de la librairie Tamiri, il n'y a pas de patriotisme dans l'obscurantisme. C'est-à-dire que, et je pense que la révolution culturelle devra précéder ou se faire en même temps que la révolution économique, parce que si nous avions eu à la tête de nos pays des hommes qui étaient véritablement patriotes et donc qui voulaient l'émergence du peuple et non d'eux-mêmes, l'Afrique serait quelque chose d'autre. Mais ce n'est pas parce que aujourd'hui ce n'est pas le cas que demain ce n'est pas le cas. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, nous avons été
des somnambules, certains le sont encore. Une fois que tu es éveillé, une fois que tu es conscient des enjeux géostratégiques actuels, je pense que tu te dois bien sûr d'essayer de réveiller aussi ceux qui sont autour de toi. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé mon blog lacabassa.com. Donc, est-ce que je recommande ce livre? Bien sûr que je le recommande. Est-ce que c'est un livre qui est difficile à lire? Je dirais que c'est un livre qui demande de faire un certain effort intellectuel. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il nous faut avoir le goût de l'effort. Vous voyez ce que je veux dire? Ce livre est pour cause. Je comprends à la fin de ma lecture pourquoi est-ce que il a été euh, interdit à son édition, pourquoi est-ce qu'il a été considéré comme menace à la sécurité intérieure de l'État, parce que simplement avec tout le lavage de cerveau qu'on nous a fait depuis l'esclavage, ce livre, honnêtement, ce livre est une clé qui vient un petit peu débloquer les cellules mentales dans lesquelles nous vivons comme des animaux depuis l'esclavage. Du coup, c'est la fin de ce live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai à tout moment. Le prochain livre euh, qui sera l'objet de notre live, c'est celui-ci, L'aide fatale d'Ambisa Moyo. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et je vous dis à tantôt.